Bonjour Ludo Torbet, bonjour Stéphane Lambert. Salut. Merci d'être là. Vous avez créé le collectif Osons Causer, qui est un vidéo club, un vidéoblog, pardon, une chaîne YouTube qui entend permettre à chacun d'oser parler, d'oser penser et enfin d'oser causer, comme vous le précisez sur votre site. Alors vos vidéos se nourrissent de votre blabla d'intérêt général, comme vous le dites vous-même, et elles cartonnent. Elles dépassent parfois le million de vues, même souvent le million de vues. Alors j'ai d'abord envie de vous demander quel autre regard est-ce que vous proposez aujourd'hui, Stéphane Ludo? Bah nous, notre délire, c'est de parler depuis notre chambre, mais comme le pote qui te parlerait. Tu vois, t'as déjà connu quelqu'un, ou au bistrot, ou devant tes cours, ou je sais pas quoi dans ta vie. Un pote qui parle de politique, qui te décrypte un peu l'actualité, et nous, on essaye d'être ce pote-là, mais avec des sources, puisque Internet permet d'enrichir un peu le propos, et nous, on essaye de mettre nos sources pour montrer qu'on est le pote qui donne son avis, mais en se documentant. C'est Stéphane, ça. Ouais, non, un regard? je suis d'accord, hein, c'est ce qu'on fait, hein. Alors quel autre, alors Avec quels plus de sont, poils. quels, Il y a des intensités de voilà. regard. Quels sont les bons ingrédients pour faire le buzz aujourd'hui? Je pense que le premier truc, c'est tout con, mais c'est de parler de ce qui intéresse les gens. C'est marrant parce que on voit, on est habitué à voir qu'il y a des buzz avec des trucs de chats, etc. Mais on voit que même les sites de buzz vraiment classiques, par exemple là pour la présidentielle, ils font beaucoup en fait de petites vidéos de détournement très politique en fait, où ils parlent des programmes des candidats, mais ils mettent un petit twist un peu pop culture, un truc un peu marrant. Je pense à Et en, Topito, ouais, Combini, c'est ça. ce genre de Et en choses. fait, ces trucs tournent beaucoup et intéressent les gens, quoi. Donc on voit que c'est un des trucs qui montre que la politique, ça peut intéresser les gens. Et qu'est-ce qui fait que, par exemple, l'épisode de Philippe Poutou au moment de la Mm. présidentielle, du débat de la présidentielle, cette vidéo-là cartonne sur Internet? Il y a plusieurs éléments. Je pense que un truc qui est évident, c'est que aucun autre des candidats n'avait osé balancer dans leur gueule à Fillon et Le Pen ce qu'ils avaient fait. Et du coup, il y avait un petit côté jouissif de porte-parole, hein, pour le coup, Enfin, quelqu'un Mmh. qui, voilà, qui osait dire clairement le truc. Et puis après, il y a un registre de parole. C'est aussi, on est habitué à des trucs, mais ça va ensemble, hein, très policé, avec limite langue de bois, etc. Là, Poutou, il était habillé normalement, il a dit ça dans un langage hyper habituel, et du coup, ça tranche vraiment avec la tonalité du débat, et ça fait un truc Alors, viral. sur votre site, vous faites principalement de la pédagogie pour mieux appréhender un peu les grands enjeux de l'actualité politique et Mm. sociale. C'est important, la vulgarisation aujourd'hui? Ah bah, c'est décisif. Nous, en gros, tu vois, on se voit comme des passeurs entre à la fois l'information journalistique, l'université qui fait parfois des recherches excellentes, tu vois, et qui a Mmh. plein d'outils pour comprendre le monde, et des fois les militants. Et nous, on essaye de passer ces enjeux-là au grand public. Et donc, du coup, ouais, clairement, il y a besoin de décrypter, parce que déjà, tout le monde ne lit pas des articles longs, de fond, il y a pas toujours cette disponibilité dans le grand public. Mmh. Et nous, nos vidéos, elles sont sur Facebook, et elles se lancent toutes seules dans ton fil d'actu. Donc parfois, en gros, tu vois ma gueule, mais tu n'avais rien demandé. Et donc du coup, Désolé. nous, notre rôle de passeur, c'est de faire avec ces modes de consommation de l'information. Et donc du coup, ça te demande de trancher, d'aller à l'essentiel, d'assumer un point de vue Mmh. politique, éditorial beaucoup plus fort que le polissage et que la manière d'écrire plus neutre que tu Vous as sur les pensez médias justement que classiques. le langage politique aujourd'hui est totalement hors sol, qu'il ne parle plus à Pour personne? beaucoup. Ouais. Mmh. C'est clair. Après, nous, on n'est pas vraiment dans un rôle de politique, en fait, au sens de quelqu'un qui serait dans un parti. Vous n'assumez pas votre fonction politique. Si, nous, on a un rôle politique, mais au sens large de politique. Tu vois, comme D'accord. un journaliste est politique, qu'il le veuille ou non, comme un universitaire qui travaille sur le monde social et qui fait de la socio, de l'éco, etc., a un rôle politique aussi, Un dès prof, qu'il Mmh. un s'exprime. éducateur. Voilà, nous, on est politique dans ce sens-là, clairement. On parle de politique, on explique à la fois la politique politicienne, mais on explique aussi beaucoup, on essaye d'expliquer la politique au sens, par exemple, comment les lobbies fonctionnent, comment le pouvoir fonctionne. Ben, ça, c'est faire de la politique, d'essayer de Vous donner donnez des ces outils clés de de compréhension. compréhension, en fait. On essaye au maximum. Ouais. Et tu parlais du langage, tu vois, le langage politique qui ne parle plus, qui ne fonctionne plus, c'est le langage des politiciens. Tu les as Mmh. côtoyés, tu vois bien, c'est le polissage made in ENA Mmh. et la langue de bois où comme dit Franck Lepage ou disent plein de gens sur Internet pour se Mmh. moquer d'eux, tu peux interchanger les mots et les faire parler avec les mêmes mots de n'importe quoi. Ce langage de vent qu'on voit bien dans la campagne d'Emmanuel Macron, celui-là ne passe plus. Et c'est clair que nous, on tranche avec ça. Mais on n'est pas dans leur arène de politiciens. Mmh. Nous, on n'a pas besoin de mentir, de vendre une réforme qui, en fait, favorise les lobbies, mais on appelle ça la révolution de la De la sécurité, transparence et de... flexi-sécurité ou vive les classes moyennes. Mmh. Nous, on n'est pas dans ce game-là. Mais eux ne parlent plus.
Et vous trouvez que que les politiques ont bien appréhendé justement la question des réseaux sociaux, la manière dont ils utilisent aujourd'hui, quand on voit par exemple Mm. que Jean-Luc Mélenchon ou même, je pense à Florian Philippot, hein, qui utilise maintenant YouTube pour porter un projet politique, vous pensez que justement ils ont bien appréhendé aujourd'hui les politiques, Alors les réseaux sociaux? en fait, il commence, je dirais. Mélenchon, il a clairement enfin, il a clairement investi ce médium. Il a aussi des gens, on a vu autour de lui, qui l'aidaient à faire ça. Il ne fait pas ça tout seul. Mmh. Mais sa position un peu de vieux papy qui parle et qui essaie d'expliquer des trucs et tout, Parce qu'il fait de la pédagogie aussi au voilà, final. ça a trouvé un écho. Clairement, sa chaîne, elle marche et surtout les contenus tournent beaucoup en ligne. Après, Philippot, il a tenté de faire pareil, mais avec une agence de com derrière. Et de ce qu'on a pu observer, hein, des quelques vidéos, ça prend pas trop. Parce que justement, on pense la raison, c'est parce qu'il justement, il n'explique pas vraiment les trucs. Il a fait une vidéo sur l'euro, voilà, où il mettait une petite voiture d'un côté, une petite voiture Ouais, de l'autre avec un petit boulet. Voilà, ça, c'est pas expliqué. d'accord. Ça n'explique rien en fait. Et c'est pas un C'est problème embrouillé. c'est même pas un problème d'idée en fait. C'est un problème de rapport au public. Sur YouTube, tu dis pas petite voiture là, une petite voiture là, et je Ça te va prends pour un marcher. con. Ça marche pas. Alors Indépendamment de tes justement, on idées. parlait de Florian Philippot, on parle beaucoup de la Mm. fachosphère. L'extrême droite, c'est vrai, est très présente aujourd'hui, elle est très influente sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous diriez que la gauche a un train de retard justement dans les réseaux sociaux? Elle est quand même de moins en moins. Quand on a commencé, elle Ouais. était. Il y avait Louis quasiment Alliot a personne. parlé de communistosphère. Pardon. Louis Alliot a parlé hier Ah ou ouais? avant-hier sur France Inter de Et c'est qui communistosphère. du coup la Bah, communiste? justement, je vous interroge. Non, mais voilà, tu sais, après, la bien-pensance, la pensée unique, enfin, tu vois, on peut varier. Mm. Et puis, lui, Alliot dit n'importe quoi, mais il y a d'autres gens, Laurent Bouvet, Emmanuel Valls, tu vois, aussi dit n'importe quoi. Mm. Donc, c'est dans le concert du n'importe quoi, et tout est possible, on va pas en parler. Par contre, ouais, si tu parlais d'Internet, c'est sûr que la fachosphère ou l'extrême droite a une stratégie de communication basée sur Internet depuis beaucoup plus longtemps. Mm. Parce qu'ils n'avaient que ça. Mm. Et en un sens, la gauche, ou toute la sphère critique en général, qu'elle se définisse ou pas comme gauche, elle avait plein d'autres endroits où exprimer ses idées et où penser les diffuser, autre qu'Internet. Tu vois, il y a des multiples revues de gauche, des multiples publications, des journaux, des colloques, des partis, des micro-partis, toute la Les myriade. tendances de micro-parties. C'est clair. Et toute cette myriade d'arènes d'expression et de diffusion de leur politique et d'élaboration de leurs avis, de leurs idées, et ben, toutes ces arènes d'expression faisaient écran à la nécessité d'aller sur Internet. Parce que les usages ont changé. Tu vois, toi et moi, on n'avait pas de smartphone, j'imagine, il y a 6 ans ou il y a 10 ans. C'est un truc récent, l'usage d'Internet, le fait qu'il arrive concrètement dans nos vies et que l'information se diffuse aussi par Internet. Et donc, du coup, je pense que toute la sphère critique n'est pas passée par Internet immédiatement parce qu'elle avait d'autres endroits où elle pouvait exprimer ses idées, endroits que n'avait pas l'extrême droite ou la fachosphère. Alors, Internet comme lieu politique aussi, ça, on vous a bien connu au moment de la loi travail, avec le collectif Osons causer, on vous a beaucoup entendu, vous aviez créé On vaut mieux que ça. Hier, je recevais Sophie Binet, qui est la secrétaire générale adjointe de la CGT Cadre. Elle dit avoir été très impressionnée par votre initiative au moment de la loi travail, lorsque vous avez lancé le hashtag justement On vaut mieux que ça. Quel bilan est-ce que vous faites aujourd'hui de cette expérience? Ça a été vraiment très riche en fait. Nous, c'est un peu le moment où on a senti vraiment qu'on a commencé à sentir que notre parole pouvait porter. Ouais, c'était joli. Ça a un peu contribué à lancer le mouvement contre la loi travail, au même moment que la pétition et que l'appel du 9 mars, qui a lancé des manifestations un mois plus tôt que ce que prévoyaient les grandes orgas. Donc il y a vraiment un bouillonnement qui s'est fait au début, là, vers février, qui a vraiment lancé le truc et qui a été investi par plein de gens, en fait, hein, qui ont donné la force à toutes ces initiatives qui toutes seules n'auraient rien fait. Et un an plus tard, nous, on s'est vite écarté de ce collectif. Mais récemment, on a vu qu'ils avaient fait un truc qui est pas mal, ils ont compilé tous les témoignages qu'on avait reçus, on en avait vraiment reçu beaucoup, et ils ont fait une sorte de bouquin de 1000 pages que évidemment personne ne va lire, mais par contre, ça permet à tous les gens qui le veulent d'aller consulter en mettant des mots-clés tel ou tel type de témoignage, et ça c'est très bien, ça va être une super base de recherche pour des chercheurs, pour des gens qui veulent... témoignent des conditions de travail aujourd'hui, en un sens Voilà. c'est un peu comme l'almanach de tout ce qui va mal dans notre monde du travail. Alors on regardera ça de près. Merci Stéphane, merci Ludo d'avoir été parmi nous aujourd'hui. On peut vous suivre sur le site de Osons causer ou directement sur les réseaux sociaux. Lundi, je recevrai Raquel Garrido, l'une des porte-paroles de Jean-Luc Mélenchon. Vous avez une question pour elle? Ouais, on a envie de lui demander jusqu'où
enfin, quels espoirs elle place dans la constituante? Parce un des points où la candidature de Jean-Luc Mélenchon tranche avec quasiment toutes celles qui sont proposées, c'est que lui propose de changer la Constitution et de la faire réécrire par le peuple. Et du coup, moi, j'aimerais bien savoir comment elle va s'y prendre et quels espoirs elle place, elle, dans ce mouvement qui, pour nous, est là où la candidature de Mélenchon se distingue et possiblement le germe d'une révolution. Parce qu'imagine qu'on réécrive nos institutions, on n'aura sûrement pas des attachés parlementaires fictifs où t'emploies ta femme, tu vois. Et donc, du coup, quels espoirs elle place en ça et comment elle imagine donner cette place à cette constituante dans la campagne et dans le futur. Très bien, je lui transmettrai votre question. Merci beaucoup. Merci. Merci à toi.